Effervescence. 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 Voilà, si vous voulez regarder des vrais herbiers, quand on récolte, on utilise ça aussi parce que des fois, il faut qu'on passe à travers des points d'eau, des ruisseaux. Donc, pour mettre les choses à l'abri, on utilise ce qu'on appelle des touques, là, des petits bidons. Et puis, ça peut servir aussi quand on veut mettre des fleurs en alcool, des fleurs, des fruits en alcool. Tout le monde peut faire un herbier. C'est ça qui est bien avec les herbiers, c'est pas tout à fait comme les animaux taxidermisés. C'est que c'est quand même plus facile de faire ça soi-même. Je vais commencer par vous poser une question. Déjà, je vous ai posé quelques questions en attendant le début de la conférence, mais est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'un herbier? Je peux même venir auprès de vous si vous voulez pour écouter, si vous ne voulez pas parler trop fort. Alors, j'ai une volontaire, mademoiselle. Des fleurs et des feuilles séchées dans un herbier. Ah oui, alors là, donc du coup c'est très bien, c'est effectivement ça. Alors on va dire, c'est des plantes en général, parce qu'il existe aussi des plantes qui n'ont pas de fleurs, mais qu'on peut mettre dans des herbiers. Mais effectivement, alors est-ce que c'est ce que les autres enfants auraient répondu? Les parents? Oui, oui. Donc en fait, effectivement, c'est la définition générale de l'herbier. C'est une plante séchée ou un morceau de plante quand elle est très grande. Ça arrive, pour les arbres, on ne peut pas mettre les arbres entièrement en herbier. Alors, plante séchée, et qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as rajouté quelque chose? Oui, alors avec les fleurs, avec les fruits, ou alors on a ce qu'on appelle aussi des plantes à spores, comme des fougères, qui peuvent être en herbier. Et il y a la plante, mais il y a autre chose qui va constituer l'herbier. Alors, je vous ai mis, si vous voulez, j'ai posé des herbiers sur les tablettes devant. On peut faire passer. Il y en a aussi qui sont posés sur la table pour vous donner une idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la plante, mais il y a aussi quoi? Alors, je précise que ce que vous avez dans les mains, ce n'est pas des vrais herbiers, mais en fait, c'est ce qu'on appelle des facsimilés, c'est-à-dire que c'est des photographies qui ont servi pour faire des reproductions d'herbiers sur une plaque plastifiée. Mais si ce n'était pas cette plaque plastifiée, là, par exemple, qu'est-ce qui constitue l'herbier en plus de la plante? C'est tellement évident que vous ne pensez pas à me le dire. Comment? Pardon? La graine. Oui, il peut y avoir des graines, effectivement. Mais en plus de la plante, qu'est-ce qui constitue l'objet herbier? Oui, alors là, vous êtes déjà sur la lecture, mais en fait, c'est beaucoup plus simple, en fait, comme interrogation. Non, ne rentrez pas dans la plante, en fait. La racine, la graine, tout ça, c'est des éléments de la plante. Donc ça, la jeune fille me l'a très bien dit, il y a la plante, les feuilles, mais en plus de la plante, sur cet objet-là, qu'est-ce qu'on a? L'étiquette et le papier, voilà. Ce qui est très important, en fait, pour définir les herbiers, voilà, dans le langage courant, c'est une plante qui est fixée sur du papier, sur un papier support, et qui est accompagnée d'une étiquette où on note des informations. Est-ce que vous avez vous-même déjà constitué des herbiers? Oui? D'accord. Voilà. Dans quel but? Allez-y. Comment? Collectionner. Pour collectionner? Oui, collectionner les herbiers. Mais c'était dans quel but?
Pour faire joli, oui, c'est une bonne réponse en fait. On peut faire sécher des plantes déjà pour, voilà, pour avoir un souvenir, une plante qu'on a dans un livre par exemple, ça peut être un souvenir à un moment donné, puis on avait le livre sous la main, on a mis la plante dedans, puis on l'a oublié, c'est le plus courant. Alors là, ce n'est pas l'herbier, puisque comme je vous ai dit, l'herbier, c'est vraiment, on fait vraiment l'action de fixer la plante sur le papier. Donc ça peut être pour faire joli. On peut faire des herbiers qu'on met sous cadre pour décorer. Et puis, moi, je vais vous parler d'herbiers utilisés plutôt par les scientifiques, dans le cadre de ce qu'on fait au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, à quoi ça ressemble justement ce qu'on appelle herbier? Voilà, donc voilà, ça c'est un exemple d'herbier avec une plante à fleurs. Mais comme je vous disais, vous pouvez avoir des herbiers aussi avec des fougères, même avec des mousses qui ne sont pas des plantes à fleurs. Et vous voyez, donc j'ai mis en plus gros, j'ai agrandi l'étiquette pour que vous voyez le genre d'informations qu'on met sur les étiquettes. Alors je crois que tout à l'heure, on m'a dit le nom. Je crois que c'est vous, madame, qui m'avez parlé du nom, peut-être, je me souviens plus. Enfin, voilà. Alors ça peut être, on peut parler de la famille, de la plante à laquelle appartient la plante, du nom du genre, du nom de l'espèce. Bon, c'est déjà un petit peu compliqué pour les enfants, mais voilà, en tout cas, on peut, si on arrive à identifier la plante, on peut écrire son nom sur l'étiquette. Et puis, bon, je reviendrai là-dessus plus tard dans la conférence. C'est important pour nous d'avoir les informations de récolte, de savoir où a été récoltée la plante et puis à quel moment elle a été récoltée, par qui. Ça, c'est des informations qui peuvent être intéressantes. Est-ce que vous arrivez à les voir sur l'étiquette, les informations de récolte? Oui? Alors, par exemple, je vais aller voir la jeune fille par là parce que... Comme elle n'est pas à côté de moi, est-ce que tu arrives à voir là où il peut y avoir des informations de récolte? Alors, il y a le nom, Anémone coronaria. Oui. Alors, le nom Anémone coronaria, c'est un nom en latin. Bon, je reviendrai là-dessus, sur l'utilisation du latin. Après, il y a ce qu'on appelle le nom vulgaire, c'est le nom en français pour nous. On parle aussi de nom vernaculaire ou de nom commun. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a alors comme information? Les maillons. Voilà, donc, et après, est-ce que tu vois une date? Est-ce que... Voilà. Voilà, il y a une date, 26 mars 1972, et c'est une récolte d'émaillons dans le Var. Et puis en dessous, on voit L. Mercurin, ça c'est la personne qui a récolté la plante. Donc c'est un herbier qui a été réalisé par Léon Mercurin. Et voilà, c'est l'herbier Mercurin. Parce que l'herbier, c'est aussi la collection, c'est une collection, tout à l'heure on parlait de collection, donc effectivement c'est une collection, c'est un ensemble de planches d'herbier. Et puis comme disait Jeanne-Marie pour introduire ma conférence, c'est même un lieu, puisque au Muséum national d'histoire naturelle, c'est notre bâtiment qu'on nomme herbier, et c'est notre entité, c'est notre service, parce qu'on est vraiment spécialisé dans les herbiers, vous allez le voir. Alors, ces plantes, elles peuvent être collées sur le papier avec des petites languettes de papier gommé, elles peuvent être cousues aussi ou collées. Vous pouvez avoir comme je vous disais, vous pouvez avoir des herbiers de plantes qui n'ont pas de fleurs, comme par exemple des herbiers d'algues, qui constituent notre collection. Mais les algues ne sont pas toujours, on ne peut pas toujours les présenter sous forme d'herbier. Parce qu'on a ce qu'on appelle des micro-algues, c'est vraiment des algues toutes petites qu'on ne peut pas enlever du support sur lequel elles vivent. Donc ça peut être par exemple des rochers. Donc dans ce cas-là, on va récolter, on va mettre en collection le rocher sur lequel les algues ont été fixées. Et c'est le cas aussi pour d'autres organismes qu'on a dans notre herbier. Pour les mousses,
Les mousses, alors on peut les mettre dans des petits sachets, puis on peut fixer les petits sachets sur des planches. Enfin, on peut même fixer aussi les brins de mousse sur les planches. Mais les mousses, on peut les garder aussi en sachets, en boîtes, hein, qui ne sont pas présentées sur des herbiers. On peut même les garder parfois fixés sur leur support, que ce soit par exemple des écorces ou des roches aussi. Donc ça va être un peu la même chose pour les lichens, hein, c'est pareil, ça ne sera pas forcément conservé en herbier, loin de là. Les lichens qui sont en fait des organismes symbiotiques entre les algues et les champignons. Et on a aussi dans les herbiers des champignons qui peuvent être présentés sous forme qui ont pu être coupés en tranches, par exemple, et qui sont présentés sous forme de planches d'herbier, mais ils peuvent être conservés dans des sachets, dans des bocaux, dans des fluides conservateurs, hein, un peu comme dans des bocaux de conserve. Hein. Et alors, les champignons ne sont plus considérés comme étant des plantes aujourd'hui, hein, mais on les conserve quand même, historiquement, on les a toujours conservés dans nos collections et on les conserve toujours. Et on conserve toujours aussi parmi les personnels de l'herbier les gens qui travaillent sur les champignons, hein, bien sûr. Voilà, on a des choses aussi qui ne sont pas sous forme d'herbier. Quand, par exemple, on parlait des fruits tout à l'heure, hein, donc quand les fruits sont trop gros, à ce moment-là, on peut pas c'est difficile de les mettre sous forme de planches. Donc on les met à part, hein, dans une collection de fruits qu'on appelle la carpothèque. Hein. Les graines aussi, hein, tout à l'heure on parlait des graines. Donc les graines peuvent être rangées à part aussi, elles peuvent être rangées dans des petites enveloppes sur la planche d'herbier, mais elles peuvent être rangées à part. On a des collections de morceaux de bois, on a des organes en fluide conservateur, hein, je vous disais, c'est un peu comme un bocal de conserve. Hein. On a aussi on a des organismes et on a des morceaux de tissu, des collections de pollen qui sont sous forme de lame. Hein. Et puis on a des petits morceaux de fragments de feuilles, hein, qu'on prélève sur le terrain et qui vont être conservés dans du gel de silice. Hein. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les petits grains de gel de silice. Hein. C'est ce qu'on trouve en général quand on achète des chaussures, de la maroquinerie ou quelque chose où on veut absorber l'humidité. C'est les petits sachets qui servent à absorber l'humidité. Et ça, les collègues l'utilisent sur le terrain pour dessécher très très rapidement les fragments de plantes. Et puis ils vont faire des études sur ces fragments. Et en particulier des études d'ADN. Hein. Et ça évite, comme on n'a pas à chauffer pour sécher l'ADN, ça évite de détruire l'ADN et on va pouvoir faire des études après sur ces fragments de plantes. Voilà, alors tout ça pour vous dire que donc nos collections sont hébergées dans ce bâtiment qui est situé juste à côté. En fait, si vous continuez sur la rue Buffon, c'est au 12 et au 16 rue Buffon. Et on a deux entrées. On a une entrée où il est inscrit cryptogamie et une entrée où il est inscrit phanérogamie. Alors c'est des noms un petit peu, ça fait un petit peu peur, ça fait, enfin voilà, surtout le mot cryptogamie, c'est un peu étrange comme mot et très, très souvent on nous demande ce que ça veut dire. Alors est-ce que vous avez une idée de ce que veulent dire ces mots-là? Bon, je ne vous en veux pas si vous ne me donnez pas la réponse parce que c'est vrai que c'est vraiment spécifique. En fait, le bâtiment, il a été construit dans les années 1930. Donc auparavant, on avait déjà des collections d'herbiers, mais elles étaient dans d'autres bâtiments. Au fil du temps, elles ont déménagé et elles ont donc aménagé ici dans les années 1930. Et à cette époque-là, on divisait le règne végétal en cryptogame et en phanérogame. Alors, c'est plus facile à comprendre quand on explique déjà ce que c'est la phanérogamie. La phanérogamie, alors gamie, c'est l'union. Et c'est le fait c'est les plantes qui montrent leur union.
Donc, c'est les plantes à fleurs, à fruits, puisque les fleurs, ce sont les éléments reproducteurs, les organes reproducteurs des plantes. Et donc, la phanérogamie, c'est l'étude des plantes à fleurs et à graines. Et la cryptogamie, c'est l'étude des plantes pour lesquelles on ne voit pas bien les éléments reproducteurs, c'est les plantes à spores. Hein. Donc, c'est les algues, les mousses, les fougères aussi. Mais traditionnellement, les fougères, comme on peut les mettre en herbier, on les rangeait avec les plantes à fleurs. Donc voilà, si vous passez devant le bâtiment et que vous êtes accompagné, maintenant vous savez, vous pourrez dire ce que signifient ces mots-là. Bon, maintenant, c'est des termes qui sont un peu tombés en désuétude. On parle plus de plantes vasculaires et de plantes non vasculaires, donc les plantes qui ont des vaisseaux et les autres. Voilà. Alors, dans ce bâtiment, on a 4 étages remplis de choses comme ça, et puis de ce que vous avez vu, des sachets, des boîtes, des bocaux. On a 4 salles de collection qui sont rangées, donc où les herbiers sont rangés en fonction des familles de plantes. Donc c'est une sorte de musée de plantes séchées, si vous voulez. Enfin, c'est entre le musée, si on pense que ce sont des objets d'histoire naturelle, hein, et puis ça ressemble aussi à une grande bibliothèque, parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de papier, ça se présente un peu comme des archives de papier. Et ça n'est pas ouvert au public, c'est accessible aux chercheurs hein, qui viennent consulter les herbiers sur place. Hein. Et puis quand ils ne peuvent pas consulter les herbiers, ben, on leur envoie en prêt, un peu comme pour une bibliothèque. Alors aujourd'hui, il existe, on n'est pas le seul herbier dans le monde, hein, la seule institution qui gère et qui travaille sur les herbiers. On est environ 200 herbiers institutionnels dans le monde. Ce sont des herbiers qui peuvent dépendre de muséums, qui peuvent dépendre de jardins botaniques, qui peuvent dépendre d'universités ou d'autres structures. Hein. Et l'herbier du muséum a ceci de particulier quand même que c'est un des plus grands, si ce n'est peut-être le plus grand. Alors comme on n'a pas compté encore tous les objets qui sont présents dans notre collection, on ne peut pas dire si on est le plus grand, puis les autres non plus, parce qu'on a par exemple le muséum de Londres hein, qui est très riche aussi en herbier, mais comme ils n'ont pas tous compté non plus, alors nous on estime qu'on a environ 8 millions d'objets dans notre bâtiment. Mais on n'a pas, on n'a pas encore fini de faire l'inventaire de tous les objets qui se sont accumulés au fil des siècles dans notre collection, parce que notre collection, elle a près de 4 siècles, là, elle est rentrée dans son 5e siècle d'existence. Il y a beaucoup de choses qui sont accumulées et il y a même des choses qu'on n'a pas encore étudiées dans nos collections. Et donc, comme je vous disais, cet herbier, c'est un des plus anciens et son histoire remonte un petit peu après la création du Jardin royal des plantes médicinales, à l'époque de Louis XIII. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On est au XVIIe siècle et le médecin, un des médecins de Louis XIII, décide de faire créer un jardin de plantes médicinales à Paris. Il en existait déjà dans d'autres villes, en particulier à Montpellier. Donc là, on crée un jardin de plantes médicinales pour présenter les plantes au public, pour pouvoir les étudier. Et on s'intéresse particulièrement, comme son nom l'indique, aux propriétés thérapeutiques des plantes à cette époque. À partir du moment où on a pu avoir du papier, on constitue aussi des collections d'herbiers. Donc aux alentours, vers le XVIIe siècle, vers le milieu du XVIIe siècle, on commence à constituer des collections d'herbiers que les médecins, les naturalistes vont pouvoir étudier en parallèle des plantes vivantes dans les jardins. Alors les herbiers, les collections, étudier les plantes en herbier, c'est plus avantageux
c'est plus facile hein, parce que dans les herbiers, pour peu qu'on récolte les plantes en fleurs, on aura toujours les plantes. Une fois que la plante est séchée, on la conserve, alors que si on veut l'étudier dans un jardin, bah, elle n'est pas toujours en fleurs. Au bout d'un moment, ça finit par faner, et puis même la plante, elle finit par mourir. Donc avoir des collections d'herbiers, ça permet de consulter et d'étudier à tout moment les plantes. Donc voilà ce que ça apporte en plus. Et on parle d'hortus siccus. Alors en latin, hortus siccus, ça veut dire jardin sec. Certains des botanistes parlent aussi de jardin sans hiver. Hein, voilà. Donc en tout cas, les herbiers vont permettre petit à petit aussi de comparer les plantes les unes par rapport aux autres. Et on va commencer à s'intéresser aux plantes. Alors, on a déjà commencé à s'y intéresser depuis très longtemps pour leur utilisation. Donc, je vous disais, en particulier médicinale, mais aussi dans l'alimentation. Et puis, on va, au fil du temps, au fil du XVIIe, du XVIIIe siècle, s'intéresser tout simplement aux plantes elles-mêmes pour les comparer les unes par rapport aux autres. Et là, ça va être une des grandes activités de ce qui va se passer des gens qui vont travailler sur les plantes au Jardin du Roi, qui va devenir, après la Révolution, le Jardin des plantes, après la création du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, au début, on avait l'herbier du roi qui va petit à petit devenir l'herbier du muséum. Voilà. Alors, au XVIIe siècle, on a une collection, une des premières collections qui est constituée, qui est celle de Joseph Piton de Tournefort, hein, qui était botaniste au Jardin du Roi. Alors là, je vous ai agrandi aussi l'étiquette. Et alors, vous voyez que c'est une langue particulière. Donc, c'est là que je vais vous parler du latin. Donc, à cette époque-là, on écrit très peu en français. Et surtout dans les sciences, on écrit plutôt en latin. Et là, en fait, les premières informations qu'on a correspondent à des noms. Et puis en dessous, on a les informations de récolte. Alors, en fait, là, c'est une plante qui a été récoltée dans la région de Valence, au sud de l'Espagne, dont on entend parler tristement en ce moment. Et voilà, donc ça, cette plante-là, elle avait été récoltée par Tournefort, qui s'intéressait aux plantes de Méditerranée. Et donc récolté dans la région de Valence sur les indications, donc là il écrit sur les indications de Daléchamp qui était un botaniste du XVIe siècle. Alors, donc j'ai un petit peu introduit le sujet, mais est-ce que vous avez une idée de à quoi vont servir ces herbiers en tant qu'objet et surtout ces collections d'herbiers? Une fois que je vous ai dit ça, j'ai un petit peu défloré le sujet. Alors, je vais prendre... Alors, ça va servir à quoi ou à qui? Tu veux dire quelque chose et tu as oublié ton idée? D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un veut risquer de donner une réponse? Alors, je vous ai parlé de chercheurs. Alors, il y a des filles là qui veulent... Je vous ai parlé de chercheurs qui venaient travailler sur les herbiers. Pour faire des recherches. Oui, c'est ce que tu voulais dire aussi? Oui, mais d'une autre phrase. Ouais, vas-y. Étudier les plantes. Étudier les plantes. D'accord. Ça me va comme réponse. Donc, faire des recherches et étudier les plantes. Voilà, donc j'ai fait, voilà, c'est une diapo un peu choc. Alors, j'ai écrit, ceci est un outil de recherche. Alors, j'aurais peut-être plutôt dû écrire, c'est un objet de recherche, parce que ça ne ressemble pas trop à un outil. Mais en fait, on a l'habitude de dire au muséum que les collections sont des outils de recherche. C'est des objets de recherche. En tout cas, c'est ce qui distingue les collections du muséum de collections, on va dire par exemple, de peinture ou de sculpture ou d'autres choses. C'est qu'elles ont été faites vraiment dans l'idée de servir à la recherche.
Donc en fait, la collection d'herbiers permet de réunir en un même lieu le maximum d'informations sur le monde végétal pour faire ce qu'on appelle de la botanique et de la recherche en botanique. Alors, les botanistes qui vont travailler sur les herbiers, ils font des inventaires de plantes qu'on trouve dans la nature. Donc c'est surtout sur les plantes sauvages, en général, c'est aux plantes sauvages qu'ils vont s'intéresser. Ils étudient, ils décrivent et ils nomment les espèces. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Parce que ce n'est pas forcément facile à appréhender. Donc voilà, ils décrivent, ils étudient, décrivent, nomment les espèces et ils essayent de voir, ils évaluent comment ces espèces sont apparentées les unes par rapport aux autres. Voilà, voir quelles espèces appartiennent à telle famille et aussi comment elles ont évolué. Alors, ils évaluent leur lien de parenté en fonction de leur ressemblance, en fonction de leur différence aussi. Et les botanistes qui travaillent sur les herbiers, ils s'attachent aussi à voir comment les espèces ont évolué au fil du temps, pour essayer de retrouver un peu la généalogie de ces espèces. Voilà, par exemple, alors ça c'est un exemple de deux espèces différentes. Alors tout à l'heure, madame, vous parliez de genre. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez un petit peu la notion de ce que sont les genres par rapport aux espèces. Oui, c'est des groupes, voilà. C'est des groupes qui sont inclus les uns dans les autres. Alors, on a effectivement une même famille qui s'appelle la famille des papaveracées, par exemple. Et puis, à l'intérieur de cette famille, on a le genre papaver. Et là, on a deux espèces différentes qui se trouvent dans l'herbier de Jean-Baptiste Lamarck, qui était un botaniste du XVIIIe siècle, très important pour nous. Alors, là, vous avez une espèce, un individu d'une espèce papaver roeas, et là, un individu de papaver, de l'espèce papaver somniferum. Voilà, qui ont été décrites par quelqu'un qui s'appelle Charles Linné, qui vivait au XVIIIe siècle et qui est un botaniste suédois très important pour nous aussi. Vous arrivez à voir, rien qu'en regardant les images, quand même les différences au niveau des deux espèces. Vous voyez, je pense que vous voyez à la fois les ressemblances, la fleur par exemple, mais vous voyez qu'il y a quand même une différence flagrante. À quel niveau? Alors, les parents ont le droit de répondre aussi pour aider les enfants. Je vois que vous avez dit oui, donc c'est quoi la différence? Pardon? Vas-y. Les feuilles, oui, tout à fait. Alors, bon, parfois, on a des plantes qui appartiennent à la même espèce, qui ont des feuilles qui se ressemblent pas trop. Mais là, c'est vrai que sur ces espèces-là, c'est un élément caractéristique. Effectivement, vous voyez que la feuille de ce qu'on appelle communément le coquelicot, elle est différente de la feuille de ce qu'on appelle le pavot. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit peu appréhender ce que c'est que ce qui peut permettre de différencier les espèces par rapport aux autres, les unes par rapport aux autres. Là, c'est un autre exemple aussi d'un herbier très ancien qui appartient à la collection de la famille Jussieu. Donc c'est une collection du 19e siècle en fait. Et là, c'est pour vous parler aussi d'une notion très importante. Quand on décrit les espèces, on désigne ce qu'on appelle un type, qui va être un herbier, une planche d'herbier, un herbier de référence par rapport à la description des espèces. Et c'est vraiment, donc ce spécimen type, on va le désigner dans la description écrite qu'on fera, comme vous avez vu par exemple sur la diapo précédente, là c'est une description en latin de Linné. Donc là-dedans, dans la description, on va signaler un type, et c'est une planche d'herbier sur laquelle les botanistes pourront revenir
s'ils veulent confirmer que c'est bien une espèce nouvelle ou si justement voilà, les autres botanistes ne sont pas d'accord, bah, ils vont pouvoir revenir sur cet objet-là et ça va pouvoir être la base d'une discussion. Et d'ailleurs, au fil de la vie d'un herbier, les botanistes vont ajouter des petites étiquettes s'ils confirment les identifications ou au contraire, si c'est pas s'ils changent les identifications, ils vont pouvoir ajouter des informations et c'est ce qui fait vivre les herbiers. Et sur les herbiers, on a parfois une conversation entre botanistes qui peuvent être de la même génération ou qui peuvent être de générations différentes. C'est vraiment pour ça qu'on dit que les herbiers sont vivants et parce que les collections s'enrichissent aussi. Voilà, alors pour résumer, observer, mesurer, décrire, nommer, classer et obtenir des bases de connaissances nécessaires pour travailler sur le vivant, la nature et les plantes en particulier. Donc ça fait partie de l'étude de la botanique et c'est une discipline qu'on appelle la systématique. On parle aussi de taxonomie, donc la taxonomie et la systématique sont des disciplines très proches et ce sont des spécialités des chercheurs du muséum. Voilà, donc un exemple aussi d'une description d'une espèce nouvelle. Alors là, c'est une description très très récente, elle date de 2020. Et donc vous voyez que enfin vous ne le voyez peut-être pas, mais vous avez peut-être remarqué que la description de Linné était en latin. Là, cette description, la partie écrite de la description est en anglais, parce que maintenant c'est en fait, voilà, au XVIIe siècle, la langue internationale c'était le latin, et puis maintenant c'est l'anglais. Entre-temps, on a quand même aussi beaucoup écrit en français, on continue d'écrire en français, mais c'est vrai que beaucoup de descriptions sont faites directement en anglais. Donc là, c'est une description qui a été faite par des collègues du muséum, d'une nouvelle espèce, de ce qu'on appelle, alors c'est le genre Ravanella, et on a une espèce du genre Ravanella qui est endémique de Madagascar. Alors Ravanella madagascariensis, c'est l'arbre du voyageur que vous voyez en photo. Et les collègues ont décrit en fait 5 espèces nouvelles très très proches à Madagascar, toujours très très proches de cet arbre-là. Mais il y a des différences des différences de caractère qui font que ce sont des espèces différentes. Alors, ils ont récolté des herbiers et en fait, dans la description de l'espèce, ils disent où ont été déposés les herbiers, dans quelles institutions ils ont été déposés. Dans la description, on a aussi des cartes où on retrouve la répartition, on voit la répartition des plantes sur le terrain. C'est pour ça que c'est très important de noter dans les informations de récolte le lieu de récolte de la plante, parce que voilà, à partir de ça, on va pouvoir faire des cartes où on va positionner où on trouve les populations de plantes. On a des photos aussi qui accompagnent les descriptions écrites, des dessins aussi. Voilà, alors ça me permet de vous parler un petit peu de ce qu'on appelle le dessin scientifique, le dessin naturaliste. Alors là, on voit ma collègue Agathe Evermans, qui était une des personnes qui a participé à la description des espèces de Ravanella que vous avez vues. Donc Agathe, elle est dessinatrice, donc elle fait des dessins en fait, qui vont accompagner les descriptions. Et ces dessins vont permettre de mettre en relief des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu et qu'on ne verra pas forcément sur les photos. Donc ils sont vraiment complémentaires des photos de plantes vivantes, même des photos d'herbiers. Et ils sont vraiment très importants pour les descriptions. Donc voilà, il y a toute une discipline qui existe, qui est le dessin scientifique ou dessin naturaliste. Alors là, je vous ai mis, on ne les voit pas forcément très bien, mais je vous ai mis des dessins anciens. Par exemple, on a un pélargonium qui avait été dessiné ou peint, je ne sais
pas trop parce que, en fait, Claude Aubrier était un peintre du XVIIe siècle. Il a accompagné Tournefort. Si vous vous rappelez, je vous avais présenté un herbier de Tournefort. Il a accompagné Tournefort dans un voyage. Là, on a aussi un pavot qui a été, qui est l'œuvre d'une peintre dessinatrice Madeleine Basseporte au XVIIIe siècle. Donc c'est une discipline très ancienne. L'iconographie, on parle aussi d'iconographie scientifique, et il existe au sein du muséum un atelier d'iconographie où nos collègues dessinateurs font des dessins qui vont accompagner les descriptions. Voilà, tout ça va aboutir à la rédaction de ce qu'on appelle des flores, des guides naturalistes. Alors j'en ai quelques-uns qu'on pourra regarder à l'issue de la conférence si vous voulez. Voilà, donc des flores spécialisées pour les botanistes, mais aussi pour des flores pour le grand public, des guides naturalistes, qui vont permettre de connaître, de reconnaître les plantes, de communiquer sur ces plantes. Et c'est important de savoir à quoi correspond une plante et comment elle se nomme, et savoir l'identifier quand on veut l'utiliser. Par exemple pour manger, pour se nourrir, parce qu'il ne faut pas utiliser des plantes toxiques. Donc c'est vraiment important de savoir identifier les plantes. Et puis c'est important aussi de les connaître pour les protéger. Si elles sont en danger, voilà, de les connaître, de les reconnaître. C'est vraiment une des missions principales. Le muséum a plusieurs missions, mais en particulier la protection de la biodiversité. Donc voilà, pour protéger, il faut connaître. Et en particulier les plantes des milieux qui sont en danger. En particulier toutes les plantes même qu'on ne connaît pas et qui sont spécifiques aux zones tropicales, par exemple. Voilà, c'est vrai pour les plantes et c'est vrai bien sûr pour toutes les composantes de la biodiversité, les animaux en particulier. Voilà, donc pourquoi récolter des plantes et aussi récolter des plantes dans le monde entier? C'est pour étudier l'histoire de la nature, c'est pour ça qu'on parle d'histoire naturelle. Donc vous voyez, il y a une dimension géographique à étudier les plantes, mais aussi une dimension historique pour voir comment évoluent les populations. Et voir par exemple si certaines espèces de plantes disparaissent d'un milieu en particulier. Alors ça peut être malheureusement suite à l'action de l'homme. Donc à ce moment-là, on peut se poser des questions. On peut se demander aussi comment on arrête ou comment on ralentit si on ne peut pas arrêter ces disparitions. Après, on a certaines plantes qui apparaissent. Alors, quand on parle de disparition ou d'apparition, ce n'est pas quelque chose qui se produit de façon instantanée, ça prend du temps. Mais au fil du temps, on peut s'apercevoir qu'on a des plantes qui apparaissent à des endroits où elles n'étaient pas avant. Ça peut être le signe, alors on entend beaucoup parler de réchauffement climatique, ça peut être un signe aussi de changement climatique, et ça peut être aussi ça peut être des plantes envahissantes qui ont été introduites encore là aussi suite à l'action de l'homme. Donc pour étudier, pour comprendre, il faut constituer et enrichir des collections. Donc on les enrichit toujours, nos collections. Alors on les enrichit en allant explorer dans le monde entier, et donc certains de mes collègues vont en fait récolter eux-mêmes les plantes. Voilà, alors ils vont récolter, donc si ce sont des arbres, ils vont monter en haut des arbres, ça va nécessiter des compétences voilà, très particulières. Ils vont mettre les plantes dans du papier journal, donc ils vont faire ce qu'on appelle, ils vont presser les plantes. Donc là, je vous ai amené du matériel que vous pourrez regarder après. Donc très souvent, voilà, on utilise ce type de matériel. Ça peut être ce qu'on appelle des presses en bois ou métallique. On va mettre du carton, du papier journal qui va permettre de sécher les plantes. Et puis si on est en milieu tropical, on va utiliser ce qu'on appelle des séchoirs. Voilà, on va utiliser de la chaleur, des sources de chaleur pour sécher les plantes plus vite. Alors il faut très souvent, quand on est en milieu tropical, changer les plantes de papier journal parce qu'il y a beaucoup d'humidité et ça risque de moisir. Donc c'est pas de tout repos d'aller sur le terrain. Ça peut faire rêver, mais c'est pas toujours
de tout repos. Voilà, on note les informations, comme je vous disais, les informations de récolte sur des carnets de récolte ou sur des étiquettes. Donc quand on revient du terrain, bah, on reprend toutes ces informations-là. Ces informations, elles sont donc reprises sur des étiquettes. Les plantes sont montées donc, sur le papier, comme vous voyez là. Les informations qui sont sur les étiquettes sont saisies dans ce qu'on appelle notre base de données. Alors on a une base spécifique, une base de données spécifique où on retrouve toutes les informations. On rentre ça donc dans la base de données et c'est disponible sur Internet pour tous les botanistes et même pour le grand public. On scanne aussi, donc depuis un certain nombre d'années, on fait des images, donc souvent par scan. C'est l'appareil que vous voyez là. Alors en fait c'est un scanner qui est monté à l'envers parce qu'on ne retourne jamais les herbiers, on préfère retourner les scanners. Et on fait des images des planches d'herbier, tout ça est disponible sur notre base de données. Et puis, une fois que ces opérations-là sont faites, eh bien, il faut ranger les herbiers. Donc, comme je vous disais au début, on les range par famille de plantes, par grand groupe de plantes. Mais il y a un autre critère qui rentre en ligne de compte aussi pour ranger et repérer les herbiers dans nos armoires. C'est un peu comme si vous avez peut-être visité l'école de botanique, ou regardez un peu les étiquettes dans le jardin. Alors en général, sur les étiquettes, ce qui caractérise les plantes, c'est le nom. On inscrit aussi souvent la famille. Donc comme je vous disais, c'est un critère de rangement. Et aussi, on écrit la zone géographique, la région, on évoque la région d'origine de la plante. Parce que souvent les botanistes s'intéressent à certaines familles de plantes, certains groupes de plantes, mais sont aussi spécialisés sur les zones géographiques. Donc c'est pareil sur les herbiers, on range par famille et puis à l'intérieur de tout ça, on signale les zones géographiques avec un code couleur. C'est pour ça que vous voyez qu'on a j'en ai amené quelques-unes, on a des bandeaux de couleurs sur ce qu'on appelle les chemises dans lesquelles sont rangés les herbiers. C'est pour que les botanistes puissent tout de suite repérer dans quelle zone géographique les plantes ont été récoltées. Voilà, ça leur permet d'accéder plus vite à ce qui les intéresse. Voilà, donc rangé à la fois par famille et par zone géographique de récolte. Voilà, et pour terminer, je vous montre quelques-uns des trésors qu'on a dans les collections les plus anciennes, les collections historiques de l'herbier. Alors, une fougère ici. Alors, je vais vous reparler de tournefort. Voilà, je vous en ai beaucoup parlé, décidément. Donc, la collection la plus ancienne de notre herbier, une collection qui date du XVIIe siècle. Et là, ce n'est pas une plante qui a été récoltée par tournefort, cette petite fougère dorée. C'est une plante qui a été récoltée par quelqu'un qui s'appelait Charles Plumier, ou le père Plumier, et qui a été un des premiers naturalistes à explorer les Antilles. Et donc, entre 1689 et 1693, il a fait des récoltes aux Antilles. Alors malheureusement, quand les herbiers sont revenus en France métropolitaine, enfin en France, il y a eu des naufrages. Donc souvent, ça arrivait à cette époque-là. Donc beaucoup de ces herbiers ont été perdus, mais quand même une partie de ces herbiers ont été intégrés, en particulier dans la collection de tournefort. Et puis là, à droite, vous avez un... Est-ce que vous reconnaissez cette plante-là? À droite? Un ananas? Oui, voilà. Donc une fructification d'ananas, très ancienne. Alors vous pensez comme ça pouvait être exotique. Déjà, pour nous, au XXIe siècle, un ananas, c'est un fruit exotique. Mais à cette époque-là, imaginez qu'on voyageait très peu. Et donc, voilà, c'est une des premières récoltes d'ananas qui a été intégrée dans la collection de Sébastien Vaillant. Alors là, sur l'étiquette, on ne trouve pas... Il y a beaucoup de textes qui est écrit, mais c'est que des noms en latin.
on n'a pas les informations de récolte, donc je ne pourrais pas vous dire d'où il vient cet ananas. Peut-être qu'il a été récolté dans les serres du Jardin du Roi, ou peut-être qu'il a été récolté par Charles Le Plumier, mais en tout cas, on ne le sait pas. Et il a intégré la collection de Sébastien Vaillant, qui était un élève de Tournefort et qui a pris la suite, qui a été professeur de botanique aussi au Jardin du Roi par la suite. Voilà. Alors là, on a des herbiers, un herbier qui est dans la collection des Jussieu. Alors là, c'était un naturaliste qui s'appelait Philibert Commerson et qui est parti faire un voyage autour du monde avec Bougainville, à la fin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et Commerson, il a dédié par exemple le Bougainvillier à Bougainville. Alors en latin, il s'appelle Bougainvillea. Et il était accompagné d'une jeune femme, alors qui a été peut-être la première femme à faire le tour du monde et qui s'appelait Jeanne Barré. Alors à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur les bateaux et encore moins pour faire le tour du monde. Donc Jeanne Barré s'était déguisée en homme et elle était, voilà, c'était le secrétaire, le serviteur de Monsieur Commerson. Bon, au fil du voyage, en fait, ça a été découvert que c'était une femme. Voilà, au-delà de l'anecdote, Jeanne Barré, elle a beaucoup contribué à récolter les plantes qui sont aujourd'hui attribuées à Philibert Commerson. Et pour honorer son courage, Philibert Commerson lui avait dédié une plante, cette plante-là, donc il l'avait appelée Baressia. Mais malheureusement, alors ça, c'est toute la complexité de la botanique. La postérité n'a pas retenu ce nom-là, mais ça s'appelle aujourd'hui Thuraea heterophylla, donc tout ça en latin. Voilà, mais au départ, ça lui était dédié, cette plante-là. Voilà, alors, quand je vous disais que les collections de Tournefort étaient les plus anciennes, ce n'est pas tout à fait exact. En fait, on a un herbier qui se présente sous forme de livres qui avait été constitué, réalisé par un étudiant en médecine. Alors là, c'était pour étudier les plantes médicinales. Donc c'était souvent à cette époque, au XVIe siècle et au XVIIe siècle, un travail d'étudiant que de constituer un herbier. Voilà, donc c'est l'herbier le plus ancien qu'on ait dans nos collections. Mais ce ne sont pas les plantes les plus anciennes, en fait. On a des plantes encore plus anciennes dans nos collections, qui sont des plantes qu'on a retrouvées sur la momie de Ramsès II. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au XIXe siècle, quand Maspero, qui était égyptologue, a mis à jour la momie de Ramsès II, on a trouvé des parures florales qui recouvraient la momie, et on en a prélevé. Et un botaniste allemand les a mises en herbier. Donc les herbiers eux-mêmes, ils datent du 19e siècle, mais les plantes, bon voilà, elles ont près de 3000 ans. Et elles se portent toujours bien, elles se sont vraiment très très bien conservées. Voilà, alors il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'ai été plus longue que j'avais prévu, je suis désolée, j'espère quand même que ça vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du muséum, et en fait on y présente les collections de botanique. Et puis entre 2008 et 2013, notre bâtiment a été rénové, et au cours de cette rénovation, on a été suivi par une équipe de réalisateurs et de photographes qui ont réalisé un web documentaire sur la rénovation de l'herbier, sur nos activités, sur nos thématiques de recherche. Donc je vous invite à visionner ces petits reportages si vous en avez envie pour en savoir plus sur l'herbier.